Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le projet Crises Européennes et Régions Frontalières, CRISEU, vise à l'échange d'expériences et au débat sur les conséquences des crises européennes pour les régions frontalières en Europe. Pour assurer un enrichissement mutuel dans ce domaine, le projet proposait une approche thématique qui se focalise sur 4 types de crises européennes. La crise de l'identité européenne avec la montée de l'euroscepticisme dans les régions frontalières. La crise de Schengen avec la remise en question de la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne (UE) et de celle de la notion même d'intégration. La crise des ressentiments aux frontières de l'UE qui remet en question la fonction de la frontière comme cicatrice de l'histoire et le processus de réconciliation. Et enfin, la crise migratoire avec la fortification des frontières extérieures de l'UE. Une 5e crise s'est ajoutée pendant la réalisation même de ce projet. La crise Covid-19, qui a abouti dès sa première vague au printemps 2020 à un processus de refrontiérisation dans et autour de l'UE, remettant ainsi le principe même d'une Europe sans frontières. D'un point de vue scientifique, le projet Jean Monnet réunit les champs de recherche sur l'intégration européenne et sur les border studies autour d'une nouvelle réflexion sur le rôle de la frontière dans l'intégration européenne, en focalisant l'attention sur l'effet des crises sur les processus de rebordering dans les espaces transfrontaliers au sein et à l'extérieur de l'UE. Elle répond au besoin de porter un nouveau regard sur le domaine des études européennes et sur la construction de l'UE. Car il s'avère que ce sont surtout les crises européennes aux frontières qui méritent une nouvelle réflexion sur la coopération transfrontalière. Ainsi, le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'UE a conduit à une crise de l'Europe sans frontières, car il porte un risque de remise en cause du principe de la libre circulation, principe ADN du marché intérieur et du projet de l'intégration européenne. La crise se propage aux frontières extérieures de l'Union, qui se durcissent sous l'influence de la dimension sécuritaire du franchissement de la frontière extérieure. La frontière extérieure se construit alors en opposition à la frontière intérieure, ce qui interroge directement le processus d'intégration. La crise d'identité européenne comme frein à la communication et à l'entente interculturelle comporte autant de blocages pour les projets d'intégration européenne que pour la frontière conçue comme un espace de libre circulation. La montée de l'euroscepticisme et des partis politiques anti-européens se fait en effet spécifiquement ressentir dans les régions frontalières, où les acteurs locaux et régionaux recommencent à se désintéresser des projets de coopération transfrontalière et conçoivent la frontière comme un moyen de fermeture destiné à sécuriser le territoire. En revanche, la crise migratoire déclenchée en 2015 par la vague des réfugiés pose plutôt des questions sur la gestion des frontières extérieures de l'UE dans le respect des droits de l'homme. Mais les crises aux frontières européennes résultent également à la résurgence de sentiments d'altérité. Avec le retour du ressentiment aux frontières européennes, l'objectif de la coopération transfrontalière consistant à surmonter la frontière dans le but d'une réconciliation des peuples européens est remis en cause. Ce phénomène peut aussi être observé au moment de la crise Covid-19, lorsque des frontaliers se font agresser verbalement et parfois même physiquement dans le pays d'accueil, sous prétexte d'être à l'origine de la propagation du virus. C'est la crise de la frontière comme cicatrice de l'histoire qui doit être ici analysée par rapport au processus d'intégration européenne. Contrairement au champ disciplinaire des études européennes, celui des border studies s'est déjà largement penché sur les effets du bordering dans des zones frontalières au niveau mondial. Or, dans le contexte des crises européennes, ces travaux méritent d'être appliqués au cas de l'UE et ses frontières. Les border studies et les études européennes peuvent ici profiter d'un enrichissement mutuel, en utilisant la méthodologie d'une analyse différentielle de la frontière et de ses fonctions. 3 questions clés étaient au cœur de cette nouvelle réflexion qui rassemble des spécialistes des études européennes et des border studies. Quels sont les effets des crises de l'intégration européenne sur la coopération des régions frontalières? Quel est l'impact de ces crises sur la frontière et ses fonctions? Les régions transfrontalières peuvent-elles contribuer à une médiation, une méthode de gestion, voire à une résolution des crises européennes? Pour répondre à ces questions, le projet consistait à effectuer une analyse interdisciplinaire de 5 crises en Europe.
la crise de l'identité européenne qui se manifeste par l'augmentation de l'euroscepticisme, la crise de Schengen qui remet en cause l'idée d'une Europe sans frontières, la crise migratoire qui pose le problème du respect des droits de l'homme aux frontières de l'UE et la crise des ressentiments qui questionne l'état de la réconciliation des populations aux frontières européennes. Enfin, la crise Covid-19 pose la question sur la résilience et l'avenir de l'UE comme espace de libre circulation. Le choix de ces 5 types de crises européennes se justifie à la fois par rapport à leur remise en question des concepts fondateurs de l'idée européenne, l'identité commune européenne, la libre circulation, l'Europe humanitaire, l'Europe de la paix, et du point de vue de leur impact sur les frontières intérieures et extérieures de l'UE, retour de la frontière barrière, renforcement des contrôles aux frontières, perturbation des flux transfrontaliers, etc. L'objectif était double. D'une part, analyser les conséquences de ces crises européennes pour les régions frontalières, et d'autre part, évaluer leur potentiel de gestion et ou résolution de celles-ci. Pour chaque crise européenne, une approche plus générale visait d'abord à examiner l'origine et les formes d'apparition avant de se pencher sur différents cas d'études dans les régions frontalières pour mesurer l'impact de la crise en territoires transfrontaliers, politiques, économiques, sociaux, etc. Concrètement, le projet consistait en l'organisation au château de Pourtalès à Strasbourg de 4 séminaires recherche-formation. Les Castle Talks ont cross-border coopération. The Identity Crisis of Europe. Euroscepticism in Border Region, 5 au 7 novembre 2018. The Crisis of Europe Without Borders, 18 au 19 mars 2019. Crisis of Peace? The Scars of History. Réconciliation in Border Region, 18 au 19 novembre 2019. The Migration Crisis. A Humanitarian Challenge for Border Region, 16 au 17 mars 2020. À cause de la pandémie, ce dernier Castle Talk a dû être remplacé par 2 événements online. Un webinaire organisé le 16 novembre 2020 sur The Effect of Covid-19 on the Migration Crisis from a Comparative US-EU Perspective, 16 novembre 2020, et un online workshop on the Migration Crisis. A Challenge for Border Region, 18 janvier 2021. Les Castle Talks sont des rencontres entre chercheurs, étudiants de master et praticiens de la coopération transfrontalière qui permettent une discussion interdisciplinaire sur les problèmes actuels aux frontières de l'UE et sur le rôle de la frontière dans la construction européenne. Le concept des Castle Talks est le suivant. D'une part, les chercheurs spécialistes présentent leurs travaux sur les crises européennes aux frontières, et d'autre part, ils échangent avec les étudiants qui exposent à leur tour leurs travaux de groupe sur ces thématiques. L'idée est aussi de tirer des conclusions de cette expérience et d'ouvrir ces séminaires à d'autres disciplines scientifiques et à d'autres chercheurs venant de différentes régions frontalières dans le monde. La rencontre entre étudiants de masters et chercheurs présente un contexte idéal pour une discussion interdisciplinaire fructueuse sur les crises européennes aux frontières de l'UE. Le projet Jean Monnet, Crises européennes et régions frontalières, permet ainsi un enrichissement réciproque sur les questions relatives à l'UE par une discussion interdisciplinaire et un échange d'expériences sur les crises européennes aux frontières de l'UE, analyse thématique et leurs conséquences pour les régions frontalières, analyse ciblée de cas d'études. Cette discussion lors des Castle Talks est ouverte à un public large d'étudiants, de doctorants, de chercheurs et d'acteurs de terrain à Strasbourg, stimulant ainsi une nouvelle réflexion sur l'évolution de l'UE et les pistes de solutions aux crises européennes dans les régions frontalières. Cette publication a été réalisée à la suite de ces 4 Castle Talks, qui ont eu lieu dans le cadre du projet Jean Monnet, Crises européennes et régions frontalières. L'approche adoptée a été thématique, chaque séminaire portant sur une crise distincte, à savoir la crise de Schengen qui remet en cause l'idée d'une Europe sans frontières. La crise de l'identité européenne, qui se manifeste par l'augmentation de l'euroscepticisme. La crise migratoire, qui pose le problème du respect des droits de l'homme aux frontières de l'UE. La crise des ressentiments, qui questionne l'état de la réconciliation des populations aux frontières. La crise de la Covid-19, qui a été ajoutée en réponse aux événements survenus au moment même de la rédaction de cette publication. L'analyse est effectuée pour chaque crise dans un premier temps à partir d'une approche générale de la crise européenne concernée, concept, forme d'apparition, etc. Dans un deuxième temps,
Des cas d'études transfrontalières sont examinés pour faciliter une véritable recherche appliquée. Geert Wassenberg. La crise de l'espace Schengen. Schengen, un espace de libre circulation en crise. Carte d'identité de l'espace Schengen. L'espace Schengen naît en 1995, lorsque ses 7 premiers États parties mettent en application l'accord de Schengen et la Convention de Schengen, signés respectivement le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990. Il tire son nom du village luxembourgeois où ont été signés l'accord et la Convention, frontaliers à la fois de la France et de l'Allemagne. Ces textes sont intégrés au droit de l'Union européenne avec le traité d'Amsterdam, entré en vigueur en 1999, avec l'objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, ELSF, intégré au 3e pilier de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. 19 nouveaux États membres ont rejoint l'espace Schengen depuis. Le but principal de l'espace Schengen est la libre circulation des personnes entre ses États membres, permise par l'abandon des contrôles à leurs frontières communes. L'objectif d'une Europe sans frontières rejoint celui de renforcer l'intégration économique et l'interdépendance européenne. Aujourd'hui, la liberté de mouvement au sein de l'espace Schengen est une réalité quasi permanente pour la plupart des citoyens de l'UE. La suppression des frontières intérieures de l'Union européenne et la reconnaissance de l'appartenance de tous les citoyens des États concernés à un même espace, du partage d'une identité commune. Schengen Museum Luxembourg. Schengen en quelques chiffres. Appliqué en 1995 par les 7 membres d'origine Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Actuellement 26 États membres dont 22 membres de l'Union européenne membres d'origine plus Autriche, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suède, et 4 membres de l'Association européenne de libre-échange, AL, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse. 3 micro-États ne sont pas membres de l'espace Schengen, mais leurs frontières ouvertes avec ses membres, Vatican, Saint-Marin, Monaco. 4 États membres de l'UE ont signé des accords d'adhésion pour rejoindre Schengen, Croatie 2011, Roumanie 2007, Bulgarie 2007, Chypre 2004, qui sont en attente de ratification. 2 États membres de l'UE n'y participent pas en 2020, Irlande et Royaume-Uni. L'espace Schengen compte plus de 400 millions de citoyens qui effectuent 1,25 milliard de déplacements par an au sein de cet espace de 4,3 millions de kilomètres de, soit 3,5 millions de traversées de frontières par jour. Moins 3 millions de permis de séjour Schengen sont délivrés par an selon Eurostat. En 2017, les premiers bénéficiaires sont les Ukrainiens 662 000, devant les Syriens 223 000 et les Chinois 193 000. Pour rejoindre l'espace Schengen, un certain nombre de critères doivent être remplis. Les candidats doivent être en mesure de contrôler efficacement les frontières qui se situent à l'extérieur de l'espace Schengen, pour le compte des autres États. Ils doivent également être en mesure d'appliquer l'intégralité des règles de l'espace Schengen, qui inclut l'abandon des contrôles aux frontières internes, mais également des règles en matière de délivrance des visas ou encore de coopération policière. L'espace Schengen, toute l'Europe, 25/3/2020. 3 principes concernant les ressortissants d'États tiers animent le LSJ. 1. Aucun ressortissant d'État tiers ne doit pouvoir pénétrer dans l'espace dès lors qu'il pourrait constituer un risque pour la sécurité de l'un des États membres. 2. Un ressortissant d'un État tiers disposant d'un visa de court séjour octroyé par l'un des États membres de l'espace est autorisé à entrer sur le territoire commun. 3. Une fois admis sur le territoire de l'ELSJ, un individu est autorisé à se déplacer librement sur le territoire de l'espace durant une durée de 3 mois sans avoir à subir de nouveaux contrôles aux frontières intérieures. La crise de l'espace Schengen depuis 2015. Depuis 2015, l'espace Schengen connaît une crise qui se manifeste par la réintroduction de contrôles aux frontières entre certains États membres. Cette crise est à l'origine liée aux importants flux de réfugiés et de migrants arrivés aux frontières externes de l'espace Schengen, après divers événements internationaux, tels que les printemps arabes et la guerre en Syrie. Ce n'est pas la première crise de Schengen,
Des événements portant des enjeux similaires surviennent notamment en 2011 à partir d'une problématique migratoire entre l'Italie et la France. Cependant, l'impact de cette crise est très largement plus important en proportion. Elle touche l'ensemble du continent et semble se prolonger indéfiniment depuis 5 ans. La crise de Schengen démarre en 2015 lorsque plus de 1 million de réfugiés et de migrants entrent clandestinement dans les États du sud de l'espace Schengen, séjournant sur le territoire et traversant de nombreuses frontières intérieures sans autorisation pour atteindre leur pays de destination. À ce phénomène s'ajoutent plusieurs attentats terroristes, notamment en France et en Allemagne, qui sont associés aux migrants par certains médias et personnalités politiques, instaurant un climat de peur et augmentant le scepticisme à l'égard du système de Schengen parmi les populations et les gouvernements. Cette situation crée des tensions entre les membres de l'espace Schengen, ainsi qu'en des États membres et les institutions européennes. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, Chypre, Malte et la Hongrie sont pointés du doigt, car ils ne parviennent pas à remplir leur mission de contrôle des frontières extérieures. En retour, ces États dénoncent le manque de solidarité et de soutien matériel et financier. Ce flux incontrôlé et ce manque de cohésion aboutissent à une remise en cause du concept de libre circulation, qui dépasse les forces politiques nationalistes. Celle-ci représente désormais non plus seulement un principe et un droit, mais également un potentiel danger. C'est dans ce contexte que certains États décident de réinstaurer des contrôles à leurs frontières internes avec d'autres États membres, et de suspendre l'application des règles de Schengen. Le Code frontière Schengen, établi en avril 2006, puis révisé en mars 2016. Il fixe les règles en matière de au contrôle des personnes aux frontières extérieures, aux conditions d'entrée, aux conditions de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans l'espace Schengen. Plus spécifiquement, le chapitre 2 du Code frontière Schengen porte sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. D'après l'article 25, les contrôles aux frontières internes peuvent être réintroduits temporairement, en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre, pour une durée maximale de 30 jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à 30 jours, renouvelable pour une période de 30 jours supplémentaires si nécessaire, mais la durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne peut excéder 6 mois. Mais un mécanisme a également été créé en 2013, permettant à ces contrôles d'être maintenus pour une durée de 2 ans si le Conseil de l'UE reconnaît, à la majorité qualifiée, une situation où le fonctionnement général de l'espace Schengen est en péril en raison de carences graves et persistantes relatives au contrôle des frontières externes, article 29 du Code. 6 États réintroduisent des contrôles durant l'automne 2015 et les maintiennent par la suite. 5 d'entre eux prennent ces mesures directement en raison de la crise des réfugiés, se justifiant par les arrivées massives de personnes en quête de protection internationale. L'Allemagne, bien qu'elle soit l'un des pays accueillant le plus de réfugiés, rétablit certains contrôles le 13 septembre 2015 le long de sa frontière avec l'Autriche. L'Autriche fait de même à ses frontières sud, qui sont une étape sur la route des Balkans empruntée par les migrants pour aller vers le nord de l'Europe. La Suède, le Danemark et la Norvège, qui font partie des principales destinations, réintroduisent également des contrôles sur un grand nombre de moyens de transport les connectant au sud. La France établit des contrôles frontaliers vers la même période, notamment en réaction aux attentats terroristes de Paris de novembre 2015, afin d'empêcher les auteurs de ces actes de se déplacer librement. D'autres États membres comme la Belgique, la Hongrie, Malte ou la Slovénie réintroduisent également des contrôles aux frontières en 2015 ou 2016 pour des raisons similaires, mais ne les maintiennent pas. Suite à la mise en place de contrôles par ces États, le contrôle de la Grèce sur ses frontières externes fait l'objet d'une évaluation qui confirme l'existence de carences graves. Le Conseil rend donc une décision le 12 mai 2016, recommandant à l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède et la Norvège de maintenir les contrôles pour une période supplémentaire de 6 mois, en tant que mesure de sécurité pour le fonctionnement général de l'espace Schengen. Cette décision est par la suite mobilisée par ces États comme justification pour le maintien des contrôles jusqu'à 2 ans supplémentaires, bien que le Conseil précise que l'objectif est de lever tous les contrôles et de retrouver un fonctionnement normal de l'espace Schengen avant la fin de l'année 2016.
La France, sous le motif du risque d'attaque terroriste et du maintien de l'état d'urgence, prolonge systématiquement les contrôles de 6 mois supplémentaires. Il n'y a eu que très peu de critiques à l'égard de ces décisions de la part des institutions européennes ou des autres États membres, puisque des attentats terroristes continuaient à avoir lieu au sein de l'espace Schengen entre 2015 et 2016. Après la fin de l'état d'urgence français, et de la période de 2 ans durant laquelle les contrôles sont justifiés par la décision du Conseil, la Commission européenne recommande l'arrêt de tous les contrôles aux frontières internes. Mais aucun des 6 pays concernés ne suit cet avis, et certains suggèrent même d'étendre la durée maximale possible des contrôles de 2 à 4 ans. Ils ne réussissent cependant pas à recueillir assez de soutien d'autres États pour changer les règles de l'article 29. S'inspirant du précédent créé par la France, ils utilisent depuis l'article 25 et la menace grave aux politiques publiques ou à la sécurité interne d'un État membre, comme justification pour maintenir la mise en œuvre de contrôles, renouvelant ces derniers tous les 6 mois. Jusqu'en octobre 2019 au moins, ces contrôles sont maintenus à des degrés divers dans les 6 États membres concernés. Border Controls in Europe, mission opérationnelle transfrontalière, mars 2016. Depuis les Castle Talks, la crise sanitaire de Covid-19 qui se répand dans toute l'Europe en mars 2020 vient renforcer cette tendance d'une remise en cause de la libre circulation pour faire face à un flux incontrôlé. En effet, le rétablissement de contrôles sévères aux frontières intérieures est adopté comme solution de protection face à la circulation du virus de manière unanime, mais non concertée. Les impacts de la crise Schengen. Les coûts directs et indirects des contrôles aux frontières internes. Le coût des contrôles aux frontières est souvent le premier argument abordé pour dénoncer leur retour. À première vue, le coût direct du rétablissement des contrôles aux frontières internes pour les États ne semble pas si élevé, et serait compensé par la baisse du coût de l'accueil des réfugiés. En Autriche par exemple, le coût de mise en œuvre des contrôles s'élève selon les estimations les plus hautes à 242 millions d'euros, tandis que le coût de l'accueil des réfugiés a été estimé à 2,7 milliards d'euros sur 3 ans. Il suffirait donc à l'État autrichien d'accueillir 22 000 réfugiés en moins pour compenser ce coût, ce qui est un objectif réalisable en réintroduisant des contrôles. Toutefois, ces estimations ne prennent pas en compte l'impact réel du retour des contrôles sur les entreprises et sur l'économie des États concernés et de leurs régions frontalières. Le coût de la perte de productivité due au contrôle a par exemple été estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois par certaines entreprises autrichiennes. Les pertes commerciales qui seraient associées à la réintroduction de contrôles complets aux frontières internes de l'espace Schengen ont pour leur part été estimées à au moins 0,15% du produit national brut de l'UE, soit 63 milliards d'euros. Il est nécessaire d'étudier davantage l'impact socio-économique pour les zones transfrontalières et le coût réel des contrôles aux frontières. Le ralentissement des échanges économiques. Les coûts indirects liés à un retour des contrôles aux frontières sont difficiles à estimer, mais ils pourraient être très importants sur le plan commercial. Au fil des études de cas présentées lors des Castle Talks, les contrôles ont souvent été associés à un ralentissement des échanges. L'exemple du détroit de l'Øresund entre le Danemark et la Suède est l'un des plus marquants. Suite au retour des contrôles aux frontières, le gouvernement suédois impose aux entreprises de transport de voyageurs la responsabilité des contrôles d'identité, Carriers Responsibility. Ces contrôles, très peu efficaces, engendrent une forte baisse du nombre de voyageurs et donc de tickets de train vendus, environ moins 45% en heure de pointe. Les entreprises de transport sont donc directement impactées, mais ne sont pas les seules. 23% des entreprises de part et d'autre de la frontière se sont dites impactées négativement. Ce ralentissement des transports transfrontaliers a également une incidence sur les travailleurs frontaliers, ceux-ci se voyant pour beaucoup obligés d'emprunter la voiture pour passer la frontière, voire contraints de déménager de l'autre côté de la frontière. Ainsi, le nombre de déménagements depuis le comté suédois de Skåne vers les régions à l'est du Danemark a augmenté de 40% en 2017 par rapport aux années précédentes. Enfin, la baisse du nombre de trains et l'augmentation du trafic routier peuvent avoir des conséquences sur le tourisme et les déplacements transfrontaliers non professionnels. Le ralentissement de l'élargissement de Schengen.
L'un des effets secondaires de cette crise est un nouveau report de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie au sein de l'espace Schengen, alors même que le Parlement européen a donné son feu vert à cette adhésion dès 2011. Les accords d'adhésion conclus avec ces deux États ont été signés dès le 1er janvier 2007, mais ont ensuite été rejetés par certains membres du Conseil des ministres et n'ont toujours pas été ratifiés depuis. Les réticences de certains États, notamment les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, semblent davantage politiques que juridiques, en raison du respect des critères d'état de droit et de lutte contre la corruption, et des problématiques liées à la migration illégale et la criminalité organisée aux frontières avec la Turquie, la Moldavie et l'Ukraine. De ce fait, le contexte de crise migratoire et de risque terroriste rend l'adhésion d'autant plus compliquée. En 2018, le Parlement européen demande à nouveau l'entrée de ces deux États dans l'espace Schengen, ainsi que de la Croatie dès lors qu'elle remplira les critères, attestant donc du respect des critères officiels d'entrée. Mais cette décision fait face à une absence de consensus au sein du Conseil de l'UE, alors qu'un élargissement de l'espace Schengen doit être approuvé à l'unanimité de ses membres. Ce report prolongé peut à terme avoir des conséquences négatives sur le projet européen, en mettant à mal la crédibilité d'une Europe consacrant la solidarité et l'équité entre ses membres. La gestion de la frontière et des migrations des pays de l'Est et du Sud de l'Union est critiquée et surveillée, tandis que les pays de l'Ouest continuent de ne pas respecter les règles de Schengen en outrepassant les durées de rétablissement des contrôles aux frontières, mais font face à très peu d'opposition. Comme avancé au cours des Castle Talks, si des États comme la France ou l'Allemagne persistent en faisant passer la sécurité nationale avant le respect du droit européen, ils rendent d'autant plus difficile pour l'UE de faire pression sur des gouvernements comme celui de Viktor Orban en Hongrie, qui remet régulièrement en cause l'acquis européen au nom de la sécurité nationale. Les tensions exacerbées entre États membres et entre États et Union européenne. La Grèce est souvent pointée du doigt comme l'un des pays responsables de la crise. Du fait de sa proximité géographique avec le Proche-Orient, région d'origine de nombreux demandeurs d'asile, elle doit faire face à des arrivées massives liées notamment à la guerre en Syrie. Certains États membres lui reprochent son incapacité à contrôler efficacement ses frontières externes, surnommées The Gateway to Europe, et utilisent cette justification pour réorganiser des contrôles aux frontières internes. En effet, les personnes ayant pénétré sur le territoire grec empruntent le plus souvent la route des Balkans pour se rendre dans des pays situés plus au nord de l'Europe. En 2016, la Grèce fait l'objet d'une évaluation de la part de la Commission européenne, qui confirme l'existence de défaillances systémiques du contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen en Grèce. L'Italie est également fortement critiquée pour sa gestion des frontières externes, mais dans son cas la question de son incapacité technique présumée est entremêlée d'enjeux plus politiques, particulièrement depuis le changement de gouvernement en 2018. Un meilleur contrôle des frontières extérieures semblant être l'une des clés pour mettre fin au contrôle aux frontières internes, une forte pression a été mise sur la Grèce et sur les autres États aux frontières sud de l'espace Schengen, afin qu'ils prennent des mesures plus efficaces. Mais de leur côté, les États concernés mettent en avant les efforts importants déjà mis en œuvre, et font valoir le coût des mesures supplémentaires demandées, qui s'ajouteraient aux coûts déjà importants liés à l'accueil des migrants et au traitement des demandes d'asile. Enfin, et c'est particulièrement le cas pour la Grèce, les États concernés ont souvent déjà une économie en difficulté. Cette pression est donc difficilement soutenable, et provoque de nombreuses tensions entre les États concernés et la Commission européenne, ainsi qu'entre les États eux-mêmes. Les tensions se sont par exemple multipliées entre l'Italie et la France au sujet de l'accueil des migrants. Certaines mesures ont été prises au niveau européen, dans le but de soutenir les États garants du contrôle des frontières externes. Des hotspots, lieux où les demandeurs d'asile séjournent en attendant que leurs demandes soient traitées, sont notamment ouverts en Grèce mais s'avèrent largement insuffisants. Le système de quotas proposé par la Commission, visant à ce que chaque État membre accueille une part des demandeurs d'asile, était également censé soutenir ces États, contrairement au système de Dublin où l'État responsable est celui où la demande a été effectuée. Toutefois, de nombreux gouvernements se sont opposés à ce système, exacerbant d'autant plus les tensions. Le régime d'asile européen commun, règlement Dublin III.
Le règlement Dublin III est la troisième révision du régime d'asile européen commun, né avec la Convention de Dublin en 1990. Depuis sa création, ce régime repose sur le même principe. Le pays responsable de la demande d'asile est le premier État membre dans lequel sont conservées les empreintes digitales du demandeur. Ce principe rend les États situés aux frontières extérieures de l'espace Schengen responsables des demandes d'asile des personnes entrées par leur territoire, et doit donc les inciter à empêcher les entrées illégales. Mais ce système a toujours été contesté par les pays en première ligne des arrivées de migrants. Les tensions ont été exacerbées lors de la crise migratoire débutée en 2015, puisque ces pays ont été débordés par les arrivées de migrants. C'est pour tenter de résoudre cette situation que le Conseil européen adopte 2 décisions instituant un système de quotas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.